n'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par 2 femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est un plaisir de recevoir celles qui ont été les toutes premières sistas de notre podcast 40 nuances de Next. Choisie par Julia Bijawi, cofondatrice de Frishti, j'avais pu échanger avec Camille Legal, cofondatrice de Fairly Made. Aujourd'hui, Camille revient accompagnée de son associée Laure Betch. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Solène. Alors, on s'est parlé au début du tout premier confinement. Dans un contexte qu'on qualifiait alors d'un peu particulier. Quelques mois sont passés et avant de commencer, j'avais envie de vous demander comment ça va. Ça va. Écoute, on est à côté de vous tous. Là, on est ravis de partager ce moment ensemble. Et une super année 2020 qui commence pour nous. Un lapsus révélateur parce que 2020 s'est finalement aussi très bien déroulé malgré tous les événements. Eh bien, vous allez nous parler de tout ça dans un instant. Beach, oh beach. Beach, oh beach. Alors, qui se lance au jeu du pitch ? C'est moi. Donc Fairly Made, on est une entreprise qui a pour mission de réduire l'impact de l'industrie textile sur l'environnement et d'améliorer les conditions sociales pour les travailleurs. Pour ce faire, on a défini 2 activités. La première, c'est l'activité de production. Donc on va produire des vêtements et des accessoires à partir de matières biologiques recyclées, que des matières qui ont un impact réduit sur l'environnement, et via des réseaux d'usines qui sont traçables et qu'on a sélectionnés pour leur engagement social et environnemental. Et la deuxième verticale qu'on est en train de développer depuis l'année 2020 et qui est vraiment en expansion sur 2021, c'est la mesure d'impact des vêtements, donc qui est à destination des marques avec lesquelles on travaille. Et donc on fait une mesure d'impact produit et supply chain, donc à la fois des fournisseurs également avec lesquels les marques travaillent. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un outil anti-fast fashion ? En tout cas, on est un outil de mesure d'impact, ça c'est sûr. La fast fashion, on entend maintenant parler de la green fast fashion, qui permettrait finalement d'avoir une mode beaucoup plus juste quand elle arrive en magasin, mais bien conçue. Donc je pense qu'il y a beaucoup de termes qui vont se réinventer dans les prochaines années. En tout cas, nous, on est une plateforme de mesure d'impact dédiée au B2B. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le pas ? Je pense que ça nous ramène en arrière sur un tout autre continent. On était à Hong Kong à l'époque. Moi, j'y travaillais et Laure, pour son travail, voyageait pas mal à Hong Kong puisque donc Laure, à l'époque, était acheteuse pour une grande marque de mode et de textile. Another Stories, du groupe H&M. Voilà, et dont la plateforme d'achat était localisée à Hong Kong. Et moi-même, j'y travaillais donc après un parcours plus luxe. J'étais en communication à l'époque. Et on s'est vraiment interrogé sur le revers de la médaille de cette industrie. On a ouvert les yeux parce que toutes les deux, je pense qu'on était dans un mécanisme aussi personnel de mieux manger, mieux consommer. Moi, personnellement, je faisais de la permaculture à Hong Kong aussi. J'étais vachement en lien avec ce qui se passait sur le plan agricole et comment on allait se nourrir demain. Et en fait, en interrogeant un peu le secteur dans lequel on travaillait depuis le début, on a réalisé que finalement, toute cette mode paillette pour laquelle on pouvait travailler était complètement atroce et complètement opaque au niveau de la production. Et donc ça, c'était en 2016-2017 et on a commencé à s'interroger pour, à notre échelle, contribuer largement à l'amélioration des conditions sociales dans cette industrie et à la réduction de l'impact de la mode sur l'environnement. Et c'est là où vraiment on a essayé de réfléchir au meilleur business model qui nous est parvenu. C'était vraiment un modèle B2B pour aider les marques qui, elles, ont déjà énormément de clients à leur actif et à les aider à mieux produire. Et alors, Fairly Made, dans quelques chiffres aujourd'hui ? Fairly Made, dans quelques chiffres, c'est plus d'1 demi-million de chiffre d'affaires. On a aujourd'hui 9 personnes à nos côtés et on a énormément grandi. On fait x3 depuis le début de la création. On a une trésorerie qui a été multipliée par 10 et on est
jusqu'à présent autofinancé. On a vraiment ce culte aussi de la rentabilité. Depuis le départ, on a investi notre propre argent avec un petit capital au départ et en fait, tout a vraiment vite fructifié. C'est important pour nous parce qu'en fait, prouver un business model par le premier client, c'était essentiel. Nous, c'est arrivé très vite avec les Galeries Lafayette au départ et depuis, on a fait un beau bout de chemin. On est une trentaine de clients. Ouais. Comment vous expliquez que ça a si vite fructifié ? Je pense qu'un des bons conseils qu'on nous a donné, c'est vraiment de raconter en fait ce qu'on a vu sur le terrain. Donc dès le démarrage, on a pu aller visiter des usines. Donc moi, de par mon expérience en tant qu'acheteuse, et Camille qui était à Hong Kong, donc qui a pu aussi rayonner et vraiment aller rencontrer les directeurs d'usines, les travailleurs. Et en fait, ça nous a permis de vraiment se rendre compte de tous les différents maillons de la chaîne, parce que sur une usine, sur un vêtement, on peut avoir de 4 jusqu'à 10 usines différentes, et vraiment de se rendre compte de l'immensité de ce réseau et donc de l'impact de chacune de ces étapes-là en fait. Et alors, tu disais, Camille, quand vous êtes lancée 2016-2017, on n'était pas forcément aussi avertis, on va dire, sur le sujet. Comment vous avez fait pour aller convaincre les premiers clients ? Ouais, ça a été déjà notre réseau, ouais. Mine de rien, parce que... Votre réseau professionnel, du coup ? Professionnel, c'est ça. C'est ça. Donc moi, j'avais travaillé chez Maison Kitsune et ensuite chez Another Stories. Finalement, on connaissait pas mal d'acheteuses. Et donc, en fait, on a raconté ces histoires. On a commencé par faire des podcasts. On a participé aussi à des conférences. Et voilà, raconter justement ce qu'on voyait et proposer une solution concrète. Donc en fait, concrète, c'était quoi ? C'était la matière, le textile, parce qu'aujourd'hui, les designers, ils ont besoin de toucher la matière et on voulait leur expliquer justement qu'on pouvait avoir une matière durable, moins polluante et pour autant faire des vêtements qui restent attractifs. Et ça a été bien reçu par les designers ? Ou Ouais. vous avez quelquefois reçu des fins de non-recevoir ? Alors les designers, je dirais qu'ils sont toujours, c'est des personnes très créatives et qui ont besoin d'être nourries un maximum de leurs fournisseurs, nourries des tendances. Et donc au contraire, ils sont toujours très contents quand on leur amène notre bibliothèque matière qui recense aujourd'hui plus de 800 qualités. Donc pour eux, non, au contraire, c'est une source d'inspiration. Après, je dirais que c'était peut-être les chefs de produits et même un peu plus haut dans les strates où là, on a eu au démarrage un peu plus de mal à les convaincre parce qu'il n'y avait pas, justement, il y a 2 ans, il n'y avait pas la même maturité du marché. Oui. Mais en fait, voilà, grâce à ces matières, grâce aux prototypes qu'on a développés assez rapidement, on a réussi à les convaincre du coup au bout de 6 mois d'activité. Et les services com, j'imagine, eux, étaient séduits par cette histoire. Les services com aussi, mais c'est vrai qu'on a toujours commencé par le produit. Et on voulait d'abord démontrer justement qu'on pouvait avoir un produit qui répondait à ces critères sociaux et environnementaux. Et ensuite, la com, c'est vraiment la dernière brique. C'est-à-dire qu'au moment où le produit est abouti, au moment où on est content de ce qu'on a développé, là, ensuite, on va réfléchir à l'histoire qu'on va raconter. Et on a les mêmes rendus avec ces nouvelles matières. Est-ce qu'il y a des attentes particulières ? Est-ce que vous avez reçu des cahiers des charges différents de la part de vos clients ? Justement, on part de notre bibliothèque matière. Ouais. Ça, c'est une première option. Donc là, c'est directement des matières qui sont tissées avec plein d'options différentes. On a plein de fibres, justement, qu'on propose. Donc ça, c'est une première source d'inspiration. Et soit, on a aussi possibilité, justement, de partir de volonté des marques qui vont nous dire, moi, je crois beaucoup en ce type de matière. Et nous, on a possibilité ensuite de le sourcer avec un impact réduit sur l'environnement. Donc, est-ce que c'est différent ? Non. Je pense qu'aujourd'hui... c'est un cahier des charges qu'il faut intégrer, mais on peut avoir des choses tout à fait similaires. Et il y a des limites à dépasser encore aujourd'hui ? Ouais, il y a des limites parfois budgétaires. Ouais. Je pense que on évoquait au départ les freins. Il y a toujours eu beaucoup d'enthousiasme en fait au sein des équipes et je pense très peu de mauvaise volonté. Mais par contre, toujours cette notion de marge. C'est une industrie dans laquelle il y a très très peu de choses qui bougent. En fait, les marques veulent le produit avec un meilleur engagement sur toutes les coutures et en même temps un prix qui ne bouge pas. Donc ça, c'est notre bataille du quotidien. Ça, c'est le prix du produit fini. On a aussi après des batailles pour les conditions de paiement parce qu'en fait, nous, notre enjeu aussi, c'est que tout le monde, en effet, soit rémunéré correctement, mais aussi d'essayer de faire bouger ces lignes qui parfois sont invisibles pour le consommateur, mais les conditions de paiement, c'est un sujet sur lequel on essaie aussi de batailler. Mais oui, en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui
aujourd'hui ce sujet du prix de la marge qui peut être bloquant parce que, en effet, les marques veulent faire mieux, mais en plus les contraintes budgétaires liées au Covid peuvent jouer. Mais c'est des vraies batailles de dire, au fait, si on veut se développer sur une nouvelle verticale, si on veut se positionner sur plus d'engagement, il faut en effet allouer des budgets et en effet, il faut mettre un peu la main à la poche pour avancer sur ces sujets. Pour y arriver. Est-ce que vous êtes aussi confronté à ce vêtement 100% made in France? Alors, je crois qu'en France, on produit que très peu de textiles, en tout cas de fibres, plutôt de fibres. Je crois que c'est du lin et du chanvre aussi. Ouais, donc, on va pas s'habiller qu'avec ces deux fibres. Comment vous répondez justement à cette demande? En fait, en France, il y a peu de fibres. Donc, tu citais le lin, le chanvre, il y a également la laine. Il y a des très belles laines françaises qui sont sous-exploitées. En fait, ce qui s'est passé depuis les 30-40 dernières années, c'est un énorme désengagement industriel au niveau de la France. Donc, en fait, on a très peu de filature, très peu d'usines de tissage. Et les usines de confection sont passées d'un niveau industriel à un niveau d'atelier. Donc, en fait, tu as perdu toutes les économies d'échelle qu'on peut avoir dans d'autres pays, ce qui fait que le coût de revient de ton produit fini est très élevé. Parce qu'en fait, tu as du temps homme. Un atelier, finalement, c'est de la découpe manuelle, c'est de l'assemblage, etc. Donc, on est encore assez bon sur la confection, mais ça coûte cher. Et en fait, on a oublié toutes les étapes industrielles avant la fabrication, que sont donc la filature, la teinture, le tissage. Il y en a en France, donc c'est là-dessus que nous, on s'appuie aussi. Mais en effet, la part de production en France est encore minime dans les produits revendus en France. Je ne sais pas si c'est... Ça peut se redévelopper, selon vous? Ça peut se redévelopper. Ouais, les filières sont justement en train de se recréer. Et nous, on travaille notamment avec une filière sur des matières recyclées. D'accord. Sur lequel on a la filature, le tissage et la confection en France. Donc, on est sur des modèles assez basiques. On n'est plus sur des accessoires. Mais le vrai challenge, c'est d'arriver à faire des vêtements de A à Z. Et est-ce que le contexte dont on parlait en introduction, Covid, a changé certaines choses dans votre activité, dans les demandes aussi de vos clients? Je pense qu'il y a eu une phase pour les marques du coup qui ont dû fermer, celles qui avaient une grosse activité retail avec beaucoup de boutiques, donc qui ont annulé un maximum de commandes. Ouais. Donc il y a 75% des marques qui ont annulé des commandes, donc c'est assez énorme. Qui ont fermé les vannes et qui ont essayé aussi de sauver leurs fesses, quoi. Il fallait garder un niveau de rentabilité. Donc côté usine, nous côté de nos usines partenaires, il a fallu du coup aussi leur donner du travail parce qu'ils avaient toujours leurs travailleurs à payer. Donc on s'est focalisé sur des masques pendant la crise, donc ça nous a quand même permis de garder aussi notre niveau d'activité. Et donc, je me rappelle plus de la question. Ma question, c'était est-ce que la demande avec le contexte Covid a été plus pressante de la part des marques avec qui vous travaillez justement pour être dans cette démarche plus responsable? Et après, oui, en effet, il y a eu une prise de conscience clairement qui s'est accélérée côté consommateur. Et donc, forcément, les marques qui aussi sentent cette demande consommateur veulent y répondre. Et maintenant, on sent vraiment que c'est un pilier essentiel de la stratégie des marques pour l'année 2021. Donc celles qui ne l'avaient pas déjà impulsé l'ont forcément impulsé cette année-là. Donc on a eu bien sûr beaucoup de demandes et nous, ça nous a permis aussi de prendre un peu plus de temps pour développer cette deuxième activité de mesure d'impact. Qui a du coup été développée, elle était prévue ou ça a été accélérée par le Covid ? Elle était prévue, mais elle a été accélérée. En fait, c'est vrai que ce temps de confinement a été assez bénéfique, nous, d'un point de vue stratégique aussi, parce que je pense que c'est une nouvelle bulle qu'on s'est créée dans nos espaces de confinés l'année dernière. On a pris plus de temps aussi pour nous s'aérer la tête, réfléchir à des nouveaux modèles. Et je pense que ce qu'on avait commencé à amorcer donc sur nos propres filières de production, à savoir la mesure d'impact de ces pièces, a vraiment été accéléré parce que, en effet, les consommateurs commençaient à poser plus de questions. C'est des mécanismes un peu qu'on avait vraiment observés sur la food, la cosmétique et qui arrivent aujourd'hui dans le textile. Et nous, on était tout à fait mûrs sur ces sujets. Donc, depuis, on a musclé l'équipe avec des ingénieurs textiles et des ingénieurs environnement qui font aujourd'hui les mesures d'impact sur ces pièces. Mais oui, en effet, c'était déjà dans les cartons et on a pu faire fructifier tout ça pendant la période.
Et qu'est-ce que vous pensez il y a certaines, en ce moment, il y a ce phénomène du name and shame qui pointe du doigt les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de critères, ou en tout cas qu'on dénonce dans leurs pratiques. Vous en pensez quoi, vous ? Ouais, l'approche de jugement, elle est compliquée, hein, parce que, en tout cas, nous, la vision qu'on a, c'est la vision produit, toujours assez pragmatique, mais qui fait que parfois, il y a un peu à boire et à manger dans les produits qui peuvent être fabriqués. Donc nous, en tout cas, notre point de vue, c'est une évaluation produit. Donc produit par produit, on va prendre ce qui se fait sur la filière de production et ensuite on va en mesurer l'impact de ce même vêtement. Après, sur les évaluations au global, je pense que, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise volonté de la part des marques. C'est plus en effet les moyens qu'ils déploient et après la partie plus RH, humaine, qui existe au sein de ces marques qui font bouger les choses. Nous, on est vraiment dans cette logique de vouloir donner les informations aux marques et qu'ensuite, eux, en pleine conscience, prennent les bonnes décisions. Ok. Alors, on avait à ce micro le patron de Recommerce. Est-ce que le réemploi des matières, ça reste compliqué à mettre en œuvre ? C'est-à-dire la réutilisation des chutes ? Oui, entre autres. Ou le fait de recycler aussi, le reuse des vêtements. Alors nous, sur la réutilisation des chutes, on le fait de manière assez naturelle, c'est-à-dire que forcément, quand on imagine un rouleau de tissu sur lequel on va positionner des pièces d'un patron, il y a toujours des pertes de matière. Donc voilà, Camille nous montre un petit chouchou. Exactement, qu'on a développé pour des petits hauts. Ouais. Et donc on essaye un maximum de réutiliser toutes ces chutes pour les valoriser dans des produits ensuite qui peuvent être des petits accessoires toujours sympathiques. Tout à l'heure, tu disais que vous aviez recruté des ingénieurs textiles. Quels sont les défis techniques encore à relever ? Alors, nous, dans notre activité, je pense qu'on les a bien levés. Après, au niveau de la filière, c'est aussi vraiment ce sujet de l'industrialisation et de la réindustrialisation. Oui. Défi technique parce que, en fait, le vêtement aujourd'hui est encore fabriqué, je ne vais pas dire de manière archaïque, mais en tout cas, les processus et les procédés de fabrication sont toujours les mêmes depuis très longtemps. Donc, il y a des projets qui émergent de type take-in, ce qu'on appelle vraiment de la production à la demande, où finalement, on va pouvoir, en fonction des premières ventes sur une collection, réapprovisionner rapidement les boutiques, à savoir les best-sellers sur les premières semaines vont être recommandés avec un timing beaucoup plus court sur les temps de production. Plutôt que dès le départ faire une grosse production. Exactement. Il faut savoir que dans le temps, dans la production textile, les temps sont longs, c'est 3 à 4 mois de prod. Je me tourne vers notre directrice de prod. Elle hoche de la tête. C'est des temps longs, donc en fait, l'idée, c'est toujours de réduire ces lead time de production. Et ça, c'est un des premiers sujets. Je voudrais vous poser une question sur l'association maintenant, parce qu'il n'est pas toujours évident de trouver le ou la bonne associée. Est-ce que vous avez... donc vous étiez amis, je crois, avant. Déjà, vous l'êtes toujours ? Toujours amis. Est-ce que vous avez checké un certain nombre de choses avant de vous lancer ou pas du tout ? Ça s'est fait assez naturellement. Donc pour raconter l'histoire de notre rencontre, on était ensemble au lycée, Fénelon. Et on a fait notre TPE à l'époque. Ah, les fameux TPE. Les fameux TPE sur les textiles synthétiques. D'accord. Et donc, on a créé du nylon. Bref, et on a adoré travailler ensemble. On a déjà beaucoup rigolé et on a fait un super dossier. On a eu des très bons retours. Donc, ça a été vraiment le fil rouge de notre histoire. Et petit à petit, donc, on a fait chacune des écoles de commerce. Et en fait, on a toutes les deux bossé dans la mode. Et finalement, on partageait les mêmes intérêts, on se posait les mêmes questions. Et ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a pas du tout fait de checklist, justement, sur est-ce que c'est la bonne personne. En fait, on ne s'est pas trop posé la question. C'est un peu une évidence, en fait. Et en fait, au quotidien, ça se passe extrêmement bien. Et c'est au contraire tellement agréable d'être avec une amie. Parce que en fait, on rigole. On a toujours quelqu'un qui nous permet d'avancer dans nos idées. Et donc ça, c'est vraiment, on fait pas mal de sessions strat ensemble. Et c'est génial parce que nos idées avancent très bien. Et honnêtement, on n'a jamais eu d'engueulade ou quoi. Donc c'est vraiment un point clé de la réussite de Fairly Made. Et ça n'a pas changé votre relation ? Non, c'est assez fou, hein. C'est vrai que ça se nourrit et c'est des nouvelles relations aussi qui se créent. Et ça avait été même perturbant au départ quand on avait...
tellement c'était une évidence pour nous qu'au moment où on l'a fait, les gens ont commencé à nous dire mais vous êtes sûr en fait, c'est risqué de s'associer avec une amie. Alors en plus nous on a fait du 50-50, alors les gens te sortent vraiment des théories sur le 50-50. Et bon, alors on touche du bois et en effet, on a 3 ans de boîte, donc on peut pas apprendre à tout le monde. Mais en tout cas, on partage ce témoignage que le 50-50 jusqu'à présent peut très bien se passer. Et en fait, bon, ça a été très important quand même de soulever les questions. Et en effet, on s'est assuré de bien définir nos tâches. Ça, c'est sûr que je me souviens d'une règle, c'est de dire quand le mail arrive sur une boîte mail et que les deux le reçoivent, il faut s'assurer de savoir qui y répond. Et oui, c'est ça. C'est quand les 50-50 qui tranchent aussi sur les décisions un peu strates. Ouais, mais en fait, je pense que il faut forcément trancher. Mais après, c'est aussi un débat et c'est des discussions qui doivent s'installer. Je pense que si ce sujet de trancher arrive sur la table, il arrivera quoi qu'il en soit le jour où il y aura des investisseurs autour de la table. Et au contraire, il faut plutôt déjà être capable de s'harmoniser, de s'auto-convaincre ou de se challenger à deux pour être sûr que les investisseurs qu'on rassemble autour de la table, ensuite, on sera capable de les amener loin et dans notre vision, quoi. Et enfin voilà, c'est en tout cas nous tellement agréable aussi de partager tout ça ensemble, enfin c'est fou. Et vous avez les mêmes copains, copines, et vous arrivez à pas parler de Fairly Made? On a un groupe d'amis, d'ailleurs, big up à eux, si on s'écoute, les copains d'abord de Fénelon. C'est vrai que du coup, on les voit quoi, toutes les semaines. Ils nous posent pas mal de questions quand même, donc non, c'est un sujet qui revient de temps en temps, mais on essaye, non, on répond aux questions, mais c'est pas, oui, c'est on pas répond trop un aux problème. questions. Après, c'est vrai que c'est agréable de couper quand on est avec nos proches, mais je pense qu'on a la chance aussi d'être bien entouré et d'avoir des gens qui respectent en effet ce moment plus off, hors du taf. Mais tout le monde s'enquiert toujours de comment évolue Fairly Made et comment ça se passe. Les toutes premières fois. Alors, je vais vous proposer plusieurs premières fois et vous allez nous les raconter. Votre première galère? Ouais. Alors, notre première galère, pour moi, c'est en usine, au fin fond de l'Inde. Donc c'est le gros voyage qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au moment où on a décidé de quitter notre job et de se mettre à fond sur le sujet, on est parti justement vraiment voyager, rencontrer chacun des maillons de la chaîne, et on est parti voir un filateur qui était vraiment perdu. Je pense qu'on avait mis 20 heures pour arriver là-bas. Donc on avait pris des tuk-tuk, enfin bref, c'était assez épique. Et donc on est arrivé chez ce filateur qui nous a dit oui, vous pouvez visiter tout à fait mon showroom, il n'y a pas de souci. Donc il nous a montré des qualités qui étaient d'ailleurs magnifiques. Mais finalement, on a demandé d'aller voir l'usine, qui était quand même essentielle pour nous. Et il nous a dit non, c'est pas possible de voir l'usine. Et donc on a bataillé en disant mais il faut absolument, enfin pour nous c'est important, si vous voulez être nos partenaires, il faut qu'on puisse visiter votre usine, visiter vraiment, comprendre chacune des étapes, comment vous travaillez, quels sont vos impacts. Et vraiment ça a été un non. Mais on a bataillé 1 heure et finalement ça a été vraiment non, et ça nous a vachement déçus parce qu'on avait beaucoup voyagé, on avait beaucoup passé de temps. Finalement, ils voulaient cacher quelque chose ou c'était la question en fait. Finalement on n'a pas pu savoir. Et c'est pas devenir de vos partenaires? Du coup non. Donc ça a été un peu difficile pour nous parce que c'est vrai de se dire on fait tout cet effort et quand on arrive juste devant les portes, on nous les referme. Ouais. Vous continuez aujourd'hui d'aller visiter, alors aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais quand on va revenir à la normale, d'aller visiter des structures? Ouais, énormément. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je refaisais le calcul, on est à plus de 200 usines visitées à notre actif. Et vous avez mis en place un cahier des charges pour checker des choses qu'il faut remplir pour être partenaire? Ouais, on a une grille de critères de plus de 100 critères aujourd'hui c'est la 100 Criteria List de Fairly Made. Et oui, on a cette grille qui nous permet d'aller vérifier différents éléments. On a vraiment une casquette qui est différente d'une casquette d'auditeur. C'est-à-dire qu'au contraire, on cherche, quand on est en rapport avec les directeurs d'usine, à être dans une relation de confiance. Donc plutôt que d'aller les inquisiter, vraiment creuser des sujets douloureux ou en tout cas jamais agréables,
On s'appuie sur des certificateurs internationaux qui, eux, font ce travail d'audit et de vérification. Et quand on est en usine, on revérifie cette liste à leur côté. Et c'est d'ailleurs cette relation de confiance qui nous permet surtout d'avoir des retours honnêtes, francs sur, en effet, là, ils vont travailler 2 heures de plus par semaine parce que si je leur offre pas ce contrat de X heures, en fait, ils vont contracter un deuxième contrat dans une autre usine qui est peut-être moins vigilante sur tel et tel aspect. Et en fait, en cumulé, ils vont travailler plus de 60 heures par semaine. Ça va être vraiment des sujets humains qui ne sont pas visibles de nos bureaux à Paris et sur lesquels il faut vraiment, vraiment se pencher quand on est en usine. Donc oui, on continue à les visiter et voilà, c'est la raison de vivre aussi de Fairly Made, c'est d'être aux côtés de ceux qui font et c'est dans ces moments-là où on est trop heureux d'avoir choisi cette voie-là. Et je rebondis sur cette anecdote que tu évoquais sur l'usine qui nous a fermé les portes. C'est qu'on venait d'avoir un accident en plus de ça avant d'aller voir cette usine. Oui, un accident de voiture. Un accident de voiture. Voilà, sur les autoroutes indiennes qui sont des 4 voies sans sortie de route. C'est-à-dire que pour traverser la 4 voies, non seulement pour sortir de l'autoroute, il faut non seulement prendre la sortie, mais il faut aussi traverser les 4 voies du sens inverse. C'est une vie dangereuse, la vie d'entrepreneur, en fait. Plus qu'on ne croit. Votre premier coup de culot? Je pense que c'était la première marque qu'on a rencontrée. En fait, on n'avait pas encore de structure juridique. On s'appelait Ethic, E-T-I-K. On avait des fausses cartes de visite. Moi, je travaillais encore chez Another Stories. Ouais. Et vraiment, je crois, bac en 2017. 2017, non? Non, 2017, je 2017 pense. Ouais. Et en fait, on a quand même... on avait besoin de tester le modèle quand même auprès des marques avant de lancer la boîte. Donc, vous avez décroché un rendez-vous? On a décroché un rendez-vous. Avec une grande marque nationale qui était mon client, moi, à Hong Kong. Et quand j'ai commencé à évoquer le sujet de je vais quitter la boîte, mais pourquoi je lance une boîte. En fait, j'étais en plus commerciale à l'époque et j'ai découvert une facette de l'entrepreneuriat social, mais quand il y a des vraies valeurs et que, en plus, c'était ma boîte. C'est devenu tellement simple de faire entre guillemets du commercial que là, comme ça nous a laissé vraiment pressentir que le modèle allait fonctionner. Et donc on a décroché comme ça 2 rendez-vous et notamment le premier, en effet, c'était un énorme coup de culot parce qu'on s'est présenté, je crois qu'il était 8h du matin, on avait pris un petit café dans la boulangerie, on a fait des pieds et des mains. Et alors donc moi, c'était pas mon métier, c'était plutôt celui de Laure que d'être justement sur la partie sourcing et production. Elle me dit, il faut qu'on reparte avec une fiche technique. Donc la fiche technique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cahier des charges dans la mode. Quand une marque dessine une collection, il y a le designer et ensuite il y a les équipes qui vont faire les fichiers techniques. Moi, j'étais fichiers techniques. Donc je me suis trompée dans les prix. J'ai annoncé des prix incroyables sur très très bas sur une pièce, un cachemire incroyable, traçable. Laure te jetait des regards. Je pense que je la regardais même pas là. On était dans un espèce de tunnel de... C'est ça, et finalement, vous êtes reparti avec cette fiche technique. Ouais. Et je pense que justement, dès le démarrage, on s'est à chaque fois fixé des objectifs pour chacun de nos rendez-vous au préalable en disant ce rendez-vous, il est réussi si quoi en fait. Et c'est ça aussi qui nous a permis d'avancer pas à pas. Et donc là, c'était la fiche technique et il se trouve qu'ensuite, la deuxième étape, c'est de développer un prototype. On n'a pas signé sur ce produit-là, mais 2 ans après, on a réussi à les signer, à les convaincre. Donc c'était un bon coup de culot, en effet. Ça vous manque, ces débuts? On a des nouveaux challenges, maintenant, c'est d'autres petites satisfactions. On a toujours des moments hyper excitants et c'est d'autres étapes. Mais on en parlait hier avec... Qu'est-ce qui nous disait ça? Il faut vraiment savourer chaque moment. Enfin, c'est tellement notre philosophie de vie. En fait, on construit quelque chose de formidable et c'est juste savourer les moments en équipe, les petites étapes du quotidien qui font qu'on grandit et que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on est... on est un peu moins ensemble, du coup. Parce que... Et c'est justement ce dont on parlait hier, c'est que on se disait c'était agréable quand on était 4 et qu'on était hyper en synergie, du coup, avec les équipes et que, en fait, tout était en train de s'écrire. Maintenant, on a chacune nos équipes et donc, on se voit bien évidemment tous les jours, mais c'est peut-être cet aspect-là qui me manque d'être 4 autour d'une table et de dire, mais en fait, on va changer le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Julia, en avril, Julia Bijaoui, t'avais posé une question, Camille. Elle t'avait demandé de quoi tu étais le plus fière depuis les débuts de Fairly Made. Tu nous avais parlé de la collaboration avec les petits O à l'époque. Si on reposait la même question aujourd'hui?
Je pense que c'est aujourd'hui un peu l'agrégat de tous ces clients incroyables avec lesquels on travaille et ce qu'on a réussi à prouver, c'est-à-dire on a réussi à débloquer quelque chose, je pense, dans beaucoup d'états d'esprit chez les marques avec lesquelles on travaille, qu'une nouvelle mode est possible et que cette mode, elle répond à notre mission qui est de réduire l'impact justement du textile sur l'environnement et qui est vraiment une mode qui sera vertueuse pour tous et humainement aussi sur toutes les étapes de la filière. Et en fait, là où j'en suis assez fière et je pense que c'est une vision qui est partagée, c'est qu'on arrive à chaque fois à le faire de manière concrète. Donc les vêtements, ils sortent, ils arrivent en boutique, ça parle aux clientes, on fait les clients mystères parfois aussi. Nous, on va pour les marques avec lesquelles on travaille, voir les produits et les vendeurs, vendeuses nous disent c'est incroyable. En effet, ça nourrit aussi la discussion sur le point de vente. Donc ça, vraiment, c'est une très très grande fierté et très grande fierté aussi d'avoir fait grandir l'équipe. Je pense que ça, on a toutes les deux une fibre entrepreneuriale très portée sur l'humain et je pense qu'en fait, ça c'est génial quoi. Quand on recrute des profils, en plus là on a la chance maintenant d'avoir un degré d'attractivité assez fort. Donc il y a des gens qui choisissent Fairly-Made versus d'autres postes dans des grands groupes, dans des marques aussi hyper attractives. Donc je pense que ça c'est top. Vous avez travaillé votre marque employeur ? Et on a travaillé notre marque employeur. On devait ouvrir, je sais plus comment s'appelle le compte où on est noté, mais on fait des entretiens très régulièrement et on fait aussi attention à justement le bien-être de tout le monde avec une petite grille de notation. Mais on n'a pas spécialement travaillé la marque employeur. Je pense que c'est assez naturel. Enfin, c'est-à-dire qu'ensuite nous après on travaille la com sur Instagram, sur LinkedIn, mais c'est tout. Monsieur le Président de la République, vous avez le pouvoir de soutenir ces entreprises engagées et innovantes qui se battent pour changer la mode et sauver notre planète. Et votre prise de position pourrait avoir un impact considérable. La France montrerait ainsi la voie et encouragerait nos voisins européens à agir à leur tour. Alors, nous comptons sur vous. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ces mots, mais vous avez signé cette lettre ouverte en fin d'année dernière. Il vous a répondu ? En fait, cette lettre, elle intervient à un moment un peu charnière, qui était aussi le prolongement de tous les engagements que la France avait pris durant le G8 et qui finalement amène énormément de beaux sujets sur la table. Mais en fait, tous les signataires de cette lettre avaient le souhait de prouver qu'il y avait des opérations concrètes et opérationnelles, donc la fabrication de vêtements, l'engagement des marques, et qu'il fallait vraiment faire de la France un témoin justement de cette mode engagée. Je pense que c'est écouté. En tout cas, nous, on est en relation aussi avec le ministère de la Transition écologique. Ce qu'on appelle l'affichage environnemental qui existe au travers du Nutri-Score ou sur l'électroménager est en phase d'élaboration pour le textile. Donc voilà, je pense que le gouvernement est à l'écoute. Après, faut pas lâcher l'affaire, quoi. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir un peu d'avance aussi sur ces sujets-là en France. Et donc, je pense qu'il faut qu'on continue. Justement, jusqu'à présent, on n'a pas parlé des concurrents, que ce soit en France, mais aussi dans les autres pays européens et dans le monde. Il y a des équivalents de Fairly-Made ? Pas tout à fait. On est assez hybride. En fait, on a vraiment nourri ce savoir-faire et cette expertise d'évaluation par le faire. C'est-à-dire que notre réseau d'usines engagées, on les a évaluées et aujourd'hui, on fait des produits avec eux. Donc, on connaît vraiment tous les schémas de fabrication, toutes les étapes et en effet, ce que ça impacte, les différents impacts que ça génère. Et donc, oui, il y a des concurrents sur la partie production, donc notamment quelques-uns en Angleterre, mais finalement très peu. Et en fait, cette plateforme de mesure d'impact, aujourd'hui, elle va être doublement pertinente parce que on connaît bien ce qui est possible de faire en usine. Donc là, on a une méthodologie qui nous permet de récolter de l'information pertinente auprès des gens qui fabriquent les vêtements, donc les usines, et d'en retraduire des impacts, donc qui sont donc des impacts sociaux, environnementaux, la traçabilité et la recyclabilité. Et ces 4 indicateurs aujourd'hui, ils sont pertinents, ils sont bien retraduit pour le consommateur final. Donc on reste une entreprise en B2B, mais une fois que la marque a cette fiche produit avec toute l'information, elle peut la transmettre facilement à son consommateur. Mais ils sont pertinents, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont applicables dans tous les pays de France et de Navarre. Donc on a aussi volonté de se développer en Europe d'ici 2-3 ans.
Et alors, on vient de voir une levée de fonds assez importante, notamment chez Too Good To Go, qui était la deuxième Sista de 40 Nuances du Next. Elle vient de lever 25,7 millions pour aller conquérir notamment le marché US. C'est des choses qui sont dans les cartons de Fairly Made. On a prévu une levée de fonds en début d'année, donc sur le premier quarter. Donc en effet, c'est dans les cartons. L'idée, c'est d'accélérer notre développement et de muscler notre équipe, notamment sur la mesure d'impact et sur toute la partie IT. Et l'idée, c'est de faire du coup de Fairly Made un label au-delà de nos frontières. C'est-à-dire qu'on a la chance, en effet, d'avoir un nom qui parle. En fait, Fairly Made, aujourd'hui, c'est vraiment un terme qui est compris. Rien ne nous fait plus plaisir que quand les marques nous disent voilà, on a envie de faire un vêtement Fairly Made et que le consommateur aussi le comprenne. Donc, oui, c'est en plus un terme qui, en anglais, fonctionne. Donc, ça va et ça peut se déployer facilement. Donc, ça peut se déployer facilement et l'on espère que ça va se développer facilement. Mais c'est des sujets sur lesquels on est hyper alerte et oui, en effet, le déploiement va se faire. Alors, juste une petite question sur la marque Fairly Made. En effet, ça se retient, on comprend clairement ce que c'est. Je faisais un peu le parallèle avec Vente Privée, où on comprenait aussi très clairement ce qu'ils faisaient, mais oui, ils ont changé de nom parce qu'en nom commun. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Alors, en français, la marque peut passer assez facilement, mais dans un contexte anglo-saxon, le fait que ce soit un nom commun, c'est un atout ou un inconvénient pour vous? Ouais, c'est un atout parce que c'est compris et c'était aussi important que ce soit compris d'un point de vue usine parce qu'en fait on a une charte d'engagement qui est telle qu'elle est et c'était aussi pour nous distinguer d'autres acheteurs. Donc quand les usines reçoivent une commande Fairly Made, ils savent qu'ils ont un devoir d'engagement même sur l'achat des matières qu'ils font, etc. Donc ça c'était un premier point et ensuite il y a le sujet des marques verbales ou non verbales. Donc en fait concrètement en Europe on est en non verbal, donc on dépose un logo qui est reconnu et qui est protégé. Et en France, on a du non-verbal, puisqu'en effet, c'est pas forcément rentré dans le langage commun. Par la suite, on fera évoluer comme nécessaire. On changera pas de nom parce qu'on a la chance aujourd'hui, en plus d'avoir un .com, on est vraiment bien positionné sur le secteur et c'est avec nous. Enfin, le terme est bien compris. Et je pense que c'est un vrai élément aussi de différenciation, parce que tu parlais de la concurrence, mais il y a aussi des usines et des agents qui peuvent proposer une offre classique et une offre éco-responsable, alors que nous, vraiment, dès le début, on s'est dit, on fait que des matières biologiques, que de l'éco-responsable. Et donc, c'est vraiment notre nom aussi qui nous permet de clamer ça haut et fort. Alors, tu disais, Camille, en introduction, que le terme fast fashion, c'est à peu près 20 ans. Donc dans les années 2000, là on est en 2020 et en 2040, vous le voyez comment ce secteur de la mode en termes de process, en termes de conso, en termes d'éthique, en termes de matière aussi éventuellement? Je pense qu'on se dirige vers beaucoup de matières recyclées parce qu'en effet, on se retrouve avec un vivier de produits, notamment je pense par exemple aux jeans en France. On a énormément de jeans usagés et qu'on peut réutiliser, redéfibrer pour en refaire justement un nouveau textile et donc un nouveau vêtement. Donc je pense qu'on s'oriente vraiment vers le recyclage des matières, aussi vers d'autant plus de seconde main. On voit des plateformes comme Vinted qui explosent et vers beaucoup plus de transparence. Aujourd'hui, il y a quand même des marques qui souhaitent vraiment garder le secret justement sur leurs partenaires et sur les différentes usines avec lesquelles elles travaillent. Mais je pense que petit à petit, justement, on va un peu lever le voile et ça va d'ailleurs dans le sens de la loi sur du devoir de vigilance exactement, qui oblige les entreprises de plus de 5000 employés justement de se prévaloir des risques et de justement connaître ces différents maillons de la chaîne. Donc je pense que ça va vraiment évoluer vers plus de transparence. C'est ça, je pense qu'en fait ça va devenir une norme. Il y a vraiment un nivellement par le haut et que ça va arriver à devenir ce standard de confection et de fabrication. Alors, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est Peter Drucker qui est un des pères de concepts d'entreprise comme l'innovation systémique ou l'esprit d'entreprise. Vous, chez Fairly Made, ça serait quoi la décision la plus courageuse que vous avez prise ?
Déjà, je dirais que c'est de se lancer, quitter notre job dans lequel on était assez confortable. Et voilà, de dire on va vouloir révolutionner cette industrie et proposer une mode différemment. C'est ça, c'est du courage au quotidien. Laure disait, on se fixe des objectifs à chaque rendez-vous. C'est tous les jours, on prend notre bâton de pèlerin, on se regarde dans le miroir, on se fait un gros check et on y va, quoi. C'est aussi un peu l'esprit dans lequel on a envie d'aller. C'est du combatif bienveillant avec voilà, des énergies qui s'auto-nourrissent. Je pense qu'on fait aussi attention aux gens qu'on recrute, qui sont à nos côtés avec ce partage de valeurs. Chez Fairly Made, c'est la bienveillance, la transparence et la rigueur. Et je pense que c'est ça qui nous amène loin. Et du coup, ce matin, quand vous êtes regardé dans le miroir, vous vous êtes dit, c'est quoi l'objectif de cette interview ? Alors moi, j'ai commencé déjà par du sport. Courageux. Je me suis levée tôt, j'ai fait du sport. On s'est dit, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là et de donner aussi la force à d'autres femmes justement qui se posent aussi ces questions, parce qu'aujourd'hui, les femmes dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est 20%. Donc il y a un vrai besoin aussi justement de représentation. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est venu ce matin. Ouais, et moi je pense que je me suis dit, allez, on va honorer ce titre de Sista qu'on nous a donné, que Julia Bijawi nous a donné. Je pense qu'on peut vraiment faire bouger les lignes en tant que femme entrepreneur, en tant qu'entrepreneur au global. Hein. On admire aussi beaucoup d'hommes entrepreneurs, mais c'est ces fameux rôles modèles qu'il faut aussi créer. C'est important de toujours se dire que c'est possible, de repousser un peu ces frustrations internes, ces espèces de miroirs qu'on se met et dans lesquels on se regarde souvent en disant, est-ce que je suis à la hauteur ? Oui, non. Et donc voilà, c'est honorer cette belle couronne qu'on nous a donnée et aller loin pour la suite. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Tout le monde s'étire dans le studio. Vous retenez quoi de votre enfance ? Il y a des choses vous étiez prédestinée à l'entrepreneuriat ? Moi, assez rapidement, j'ai su que je voulais monter une entreprise. C'est ma grand-mère aussi qui m'a portée sur ce sujet, qui travaille encore à 86 ans, qui a une boutique de prêt-à-porter à Royan, sur le front de mer, et qui, très jeune, m'a emmenée avec elle faire les achats justement des vêtements pour sa boutique. Et donc, ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite adoré toucher les matières, voir les tomber. Et c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai voulu lancer une entreprise. Ouais, moi c'est à peu près pareil. Je pense que c'est aussi un besoin de liberté, une envie de mener un peu ma barque comme je l'entends. C'est, je pense, un héritage aussi culturel, familial. J'ai repensé à une anecdote récemment avec ma sœur. On faisait des petits spectacles. Et on n'oubliait jamais le guichet à l'entrée. Donc très important de faire payer les gens et de vendre nos petits tickets. Mais voilà, ce qui me fascine, c'est construire, amener quelque chose. On faisait les répétitions, ensuite on découpait les petits papiers, on écrivait les bons, on écrivait les tickets, on installait la caisse, on sonnait la cloche pour que tout le monde vienne à 19h regarder le spectacle. Enfin, c'est un peu tout ça, la mise en scène et la préparation qui est tellement excitante. Et voilà, et vraiment partager quelque chose avec des gens que j'admire et des gens que j'aime, parce qu'en fait, la frustration qu'on peut avoir peut-être en entreprise, c'est parfois peu se reconnaître dans les équipes avec lesquelles on travaille. Et je pense que ça, c'est une chance dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, je m'entoure des gens avec lesquels j'ai envie de travailler. Et tu disais partager des choses avec les gens qu'on admire. Est-ce que justement le fait de s'être lancé vous a permis de rencontrer certaines personnes que vous n'auriez jamais imaginé forcément rencontrer dans votre job ? On a rencontré Frédéric Bious récemment, en effet, qui dirige Experience Capital, qui était une personne qui nous avait beaucoup inspiré, d'ailleurs, grâce à un podcast, où on avait appris beaucoup de choses sur son histoire. Et puis, c'est aussi nos mentors, je pense à Nativité, justement, qui est l'ancienne directrice marketing de Coca-Cola, qu'on a rencontrée pendant un concours, justement, et on s'est dit au début, oula, mais c'est pas Coca-Cola, Fairly Made, c'est quoi le rapport ? Et finalement, au contraire, on a découvert quelqu'un qui était très pertinente justement dans l'aspect mentoring, coaching, et qui nous accompagne tous les jours. Donc, c'est sûr que c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées si on n'avait pas lancé Fairly Made. Donc, c'est assez incroyable.
Ouais, je pense qu'en fait, le statut de fondateur, de fondatrice ouvre des portes parfois qui sont peu explorées. On a eu la chance d'être invité au ministère, on est contacté parfois sur des sujets où on se projette même pas nous-mêmes. Et moi, ça me ramène à mes premières années. Alors, c'était pas ma propre entreprise, mais j'étais présidente de la junior entreprise de mon école de commerce. Et en fait, c'était à Toulouse en 2012, je crois. Et en fait, on m'avait invité, la tribune m'avait invité à participer à une table ronde. On m'a donné mon premier micro sur une scène où j'étais aux côtés, pareil, d'un responsable de chez Airbus, d'un journaliste de la tribune. Et en fait, j'avais, je pense, 22 ans ou 21 ans. Et on se dit, waouh, c'est des choses, si on n'est pas dirigeant ou si on n'a pas cette casquette, on nous met pas autour de la table. Et en fait, on a tellement notre place. Enfin, je veux dire, c'est important de prendre ces sujets-là et en effet de parler de ce qu'on sait, de ce qu'on fait et de ce qu'on a envie de faire par la suite. Alors Laure, tu nous disais qu'avant de venir, tu avais fait du sport. Comment vous vous ressourcez dans cette vie trépidante qui est celle de l'entrepreneuriat, où il y a des challenges, des défis tous les jours, du stress, des moments de fête aussi, parce qu'on fête aussi ses victoires. Où est-ce que vous trouvez le moment de vous ressourcer ? Alors moi je pense que c'est assez quotidien, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être bien entourée, en plus j'ai un compagnon qui est entrepreneur également, donc on partage un peu les mêmes quotidiens et on sait que quand on rentre le soir c'est un rapide comment ça va, comment ça s'est passé et ensuite on passe à autre chose. Donc ça c'est une première chose. Le sport aussi, comme Laure, alors moi je fais plutôt du yoga le matin mais très détente, beaucoup de respiration. Là, j'ai justement une nouvelle personne avec qui j'en fais, qui s'appelle Charlotte Multon, qui est incroyable, qui était anciennement chez The Family et qui a lancé des programmes de yoga justement pour arriver à se recentrer, être capable de bien activer le on-off au moment où il faut déclencher une énorme charge d'énergie, de concentration et en même temps de se recapter, de se recabler sur des choses plus familiales ou plus proches de nos proches. Et enfin un lieu, ma maison de campagne dans le Limousin, là où je pars d'ailleurs demain, je fais pas mal d'équitation, on a des chevaux, donc je sais que j'aime bien ce rapport à la nature et un peu de se remettre entre les mains pas forcément des gens, mais plutôt du monde animal, avec un autre rapport qui s'ouvre, où on est moins maître de ce qu'on fait, mais beaucoup plus à l'écoute aussi de ce qui se passe dans la relation avec un cheval, mais voilà, un petit peu mes sas de décompression. Et moi, justement, j'aime bien faire des choses le matin. Donc, en effet, parfois du sport. Après, le trajet pour venir jusqu'à la station F, du coup, on a notre bureau. Souvent, j'écoute un podcast. Donc ça, c'est tous les matins, j'écoute un podcast et c'est vraiment un moment hyper inspirant parce qu'on apprend énormément, je trouve, sur les expériences des autres. Même si c'est dans d'autres industries, justement, de voir comment est-ce que c'est potentiellement applicable à nous. Donc, on est vraiment très au taquet sur beaucoup de podcasts. Et puis ensuite, moi, je dirais que ce qui me ressource, c'est de voir ma famille et les gens que j'aime et de me nourrir justement aussi de leurs expériences, de leur bienveillance. Et donc on essaie même si on travaille beaucoup, vraiment d'avoir ces temps perso avec à la fois nos amis et notre famille. Waouh! C'est quoi votre plus grosse claque ? Je dirais, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'était notre première rencontre client où finalement au démarrage c'était il y a 2 ans, maintenant c'est il y a plus, c'est il y a 3 ans et demi. On nous a dit mais vous n'allez pas nous apprendre la vie, en fait vous avez 20 ans de moins que moi et moi je fais du textile depuis toujours et donc vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Donc c'est vrai qu'au début on s'est dit mince, mais comment on fait si on développe un truc génial et qu'on n'arrive pas à avoir des clients si le marché est pas là, et finalement c'est un client qu'on a signé, donc c'est plutôt un bon retour de la médaille. Je pense que le Covid, finalement, ça a été un peu une claque, pas que professionnelle, mais aussi de réaliser qu'une chose aussi imprévisible pouvait vraiment gripper un pays, des entreprises, un monde, une planète. Là où finalement je suis assez fière de nous et de l'équipe, c'est qu'il y a eu un énorme élan de rebond. Laure évoquait les masques tout à l'heure, ça a été formidable. On a vite trouvé vraiment toute une filière textile d'approvisionnement qui nous a permis de travailler et vraiment de traverser cette crise correctement.
Mais voilà, je pense que faut être au fait que les années qui nous attendent vont vraiment être faites d'imprévisibles. Je viens de finir d'ailleurs hier le prix Goncourt là sur l'anomalie, et c'est vrai que c'est fou en fait de réaliser que on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, et je pense que la génération d'entrepreneurs qu'on est va avoir une forme de résilience folle. On est précieux, je pense, dans la direction et la gouvernance d'entreprise, parce qu'on aura vécu très tôt aussi ces espèces de bâtons, de challenges qui se mettent un peu en travers de notre route. Ce besoin d'agilité. Ouais. Et qu'il faut prendre avec beaucoup de philosophie, de recul, et on y arrive. Et en fait, c'est là où l'humain, je pense, a beaucoup de cordes à son arc. Mais il faut être bien entouré. Et c'est ce qu'on a comme chance. Julia disait dans son épisode que si elle devait remonter une boîte, ce serait certainement dans l'éducation. Vous, si vous deviez monter la boîte d'après, ce serait dans quoi ? Je me suis pas posé cette question encore. Ah, c'est drôle que Julia ait dit ça. Pourtant, j'ai écouté le podcast, je me souvenais plus qu'elle avait redit ça. Mais alors, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une boîte, mais je pense que je serais institutrice. C'est ce que tu me dis. Je me dis qu'en fait, avec du recul, je laisse leur réfléchir. Mais avec du recul, si je dois vraiment faire une rétrospective de ce qui nous a construit, et en tout cas, moi, ce qui m'a permis de me construire, c'est vraiment un taux, j'imagine toujours un peu cette jauge de confiance en soi qui s'accumule. Et je pense que les premières gouttes et les premiers éléments qui m'ont vraiment donné confiance en moi, c'est l'éducation, c'est les profs que j'ai eus. Je dis institutrice, mais oui, voilà, ça va de la maternelle, et encore, je pense que là, il faut juste laisser place à la construction sociale, mais plutôt, moi, je me souviens de mes professeurs du CP jusqu'à la 5e, 4e, qui ont été incroyables, et j'ai notamment Monsieur Bruno, qui était mon prof de CP, qui nous a récité nos poésies à plusieurs sur l'estrade. On était déjà face à la scène, et en fait, c'est des espèces de décapage, tous ces leviers un peu d'inhibition qu'il faut vite lever. D'ailleurs, Julia disait, l'avenir appartient à ceux qui sont confiance. Ouais, je pense qu'elle a raison. Mais c'est dur, hein, franchement. En tout cas, c'est une belle vocation. Ouais. Je veux dire, parfois on a l'impression déjà d'être privilégié, d'avoir pourtant grandi entouré de parents qui nous aiment, d'être bien. Et pour autant, je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de la confiance, et cette confiance en soi, faut vraiment la préserver. Dès qu'il y a des choses qui la nourrissent, et encore une fois, je reprends cette image de cette jauge, mais de consolider, et qu'après, il y a des éléments de la vie qui viennent un peu l'effriter, mais qu'il faut toujours compter là-dessus et pas l'oublier, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'aurais dit coach. Bon, c'est un peu dans la même veine, mais c'est vrai que dans ma relation justement avec mes amis, c'est quelque chose que j'aime bien faire, à la fois sur le pro et le perso, mais voilà, d'apporter des conseils et de voir vraiment une évolution, et en effet de savoir que la personne va mieux et que la personne est épanouie, et en effet a plus confiance en elle aussi. Bon, on se donnera rendez-vous dans votre prochaine vie alors. Très rapidement et très très court, la question qu'on vous pose tout le temps et qui vous agace. On est assez ouverte quand même. Non, mais la question, on vous dit, on me pose encore cette question. Je mettrais, pourquoi vous n'avez pas monté une marque de mode? Ouais, c'est vrai que on nous la pose souvent. Ouais. Parce que et c'était peut-être d'ailleurs un peu dans les mauvais conseils qu'on aurait pu nous apporter, c'est de dire en fait vous avez un super réseau, du coup maintenant pourquoi vous créez pas une marque? Et c'est vrai que nous on s'est dit on veut justement comment est-ce qu'on va avoir l'impact le plus large possible, et c'est vraiment là où dès le jour 1 on s'est dit notre raison d'être c'est l'impact, et c'est cette réduction de l'impact environnemental, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un modèle B2B, et au contraire d'aider les marques qui font tout ce travail justement d'aller construire une base client, à justement améliorer leur sourcing. On s'est dit c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher le plus de personnes possible. La question que vous aimeriez qu'on vous pose, et du coup on va vous poser. Qui rêverais-tu d'avoir en mentor Et alors chez Fairly Made? Ceci est une annonce.
c'est une annonce officielle. Non, mais en fait, Frédéric Buesler a évoqué, qui est donc co-directeur associé de Expérience Capital, qui, pour la petite histoire, avait été aussi à l'origine des succès de Sandro Hommage, Claudie Pierlot, qui a vraiment une connaissance de toute cette évolution du textile en France, des évolutions retail. Aussi pour la dimension humaine, dans un podcast sur entreprendre dans la mode, il rentre vraiment dans le détail de son parcours et de ce qu'il a fait. On a eu la chance de le rencontrer, donc bon, c'est pas forcément checké et on va dire une sorte de mentor officiel, mais en tout cas c'est agréable de savoir que on peut aussi le rencontrer. Après, voilà, c'est des femmes entrepreneurs qui auraient vraiment réussi sur ces sujets-là. On parlait des Sista, je pense que ça pourrait être hyper intéressant qu'on se fasse aussi mentorer, épauler sur ces sujets-là. Les sujets de levée de fonds, hein, on a participé là il y a quelques temps, on était finaliste du prix Madame Figaro. J'entendais dans les échanges, alors vraiment encore une fois je touche du bois et nous la levée de fonds n'est pas finalisée, mais en fait il y a encore une réalité dramatique dans le milieu de la finance, dans la partie financement, et qui encore des nanas qui entendaient en fait cette meuf je la mets en boîte mais je mets pas un euro dans sa boîte, et c'était genre en 2019 quoi, enfin 2020, et là franchement les larmes me montent quoi, de rage, donc ça c'est des choses sur lesquelles j'espère qu'on va pas être confronté à ce genre de personnalité, mais je pense que ça c'est encore un combat à avoir. Donc voilà, des femmes qui ont réussi dans les levées de fonds avec des ambitions de croissance qui égalent celles des hommes, parce qu'en effet c'est aussi qu'une question de balls à certains moments. Et ça nous fait une jolie transition finalement vers votre Sista. Si vous aviez dû choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, comme Julia l'a fait avec vous, vous auriez choisi qui ? Camille Brégeot, la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Les Petits Prodiges, qui a créé une super marque avec vraiment une revisite de la routine beauté, des essentiels que personnellement j'utilise et que j'adore. Et donc je trouve qu'elle a vraiment un peu révolutionné cette routine matinale, et à la fois elle est ambitieuse, humble. Eh bien on fait un coucou à Camille, et c'est rigolo parce que leur duo me faisait penser à votre duo. Merci beaucoup Camille et Laure pour cet entretien. Merci Solène. Et à très vite pour éventuellement le Next 40. Avec plaisir. Merci.